Bonjour mesdames et messieurs. Je m'excuse tout d'abord de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui et je souhaite à la CGE ainsi qu'à tous ses membres un très bon 50e anniversaire. On m'a demandé de parler en quelques minutes de la perception des grandes écoles au niveau international ainsi que de leurs forces et des challenges qu'elles peuvent rencontrer. Tout d'abord, je souhaite souligner que les grandes écoles françaises sont à la fois parfaitement connues et très appréciées à l'étranger. Elles font figure de modèle pour leur dimension de professionnalisation, d'employabilité et de développement personnel des étudiants. Je voudrais également affirmer, en particulier à l'adresse de leur gouvernance et des parties prenantes en général, que le retour sur investissement, si j'ose m'exprimer ainsi, est tout à fait exceptionnel. Essayez de comparer à budget égal ce que les grandes écoles offrent en termes de qualité de l'enseignement, de recherche, de diffusion de concepts tels que l'éthique et la responsabilité, ou encore l'ouverture à l'international, avec ce qu'une école américaine peut faire. Vous en serez particulièrement édifié, j'en suis sûr. Je voudrais ensuite féliciter les institutions françaises pour leur engagement pionnier sur la question de l'impact. L'outil BSIS, Business School Impact System, a été développé initialement en France par la FNEJ et internationalisé par l'EFMD. Les impacts intellectuels sur les écosystèmes, les impacts sociétaux, financiers et entrepreneuriaux sont étudiés et font apparaître des résultats extrêmement impressionnants. Vous vous êtes massivement engagés, les premiers dans cette voie, et vous avez montré le chemin au monde entier, de l'Allemagne à l'Inde, de la Chine à la Pologne, du Brésil à l'Italie. Bien sûr, et comme pour toutes les institutions académiques, les écoles de la CGE rencontrent également un certain nombre de challenges. Et je voudrais en citer certains ici sous forme de questions. Tout d'abord, comment associer une forte rigueur académique avec des enseignements et surtout une recherche à visée heuristique? Ensuite, comment combiner un haut niveau de qualité académique avec un volume d'activité suffisant pour faire tourner la machine? Quel choix stratégique faire sur la production de savoir et sur sa dissémination nationale, européen, global? Mais aussi, quelle place et quel positionnement concurrentiel occuper vis-à-vis des nouveaux acteurs du digital qui sont apparus ces dernières années? Il est clair, mesdames et messieurs, que la globalisation, la prise en compte des enjeux environnementaux, ainsi que l'impact de la quatrième révolution industrielle, et tout particulièrement pour nous, sa dimension digitale, vont nous contraindre à beaucoup d'agilité, de versatilité et de résilience. Mais les grandes écoles françaises en ont largement fait preuve dans les 20 dernières années. Et je suis donc certain que le label CGE continuera à briller pour son 100e anniversaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Olivier, on peut peut-être simplement souligner qu'on a la chance d'avoir avec Éric Cornuel, quelqu'un qui depuis très longtemps, enfin au moins 20 ans, préside aux destinées d'une fondation, European Foundation for Management Development, qui a conçu des labels de qualité qui sont repris dans le monde entier. Voilà, c'était Thomas Fröhlicher qui introduisait le débat, patron de Rennes School of Business et patron de la commission internationale de la CGE. Thomas, vous êtes un peu celui qui nous reçoit ici en tant que CGE. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un débat comme celui-là? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Et puis, parlez-nous un peu de Rennes School of Business, qui est quand même l'école la plus internationale qui soit en France. Je crois que vous avez 95% de profs internationaux, ce qui est un record absolu. Ça met un point. Pour mes collègues, merci de le dire, mais restons vraiment modestes. Mais effectivement, j'ai peut-être une forme de prédestination à pouvoir occuper pour un temps, en tout cas, cette vice-présidence pour les relations internationales.
Oui, alors peut-être simplement quelques mots sur Rennes School of Business. Bon, moi, j'ai la chance d'être dans une école qui a été inventée, en fait, dans un rapport que la Bretagne a souhaité avoir avec, justement, son ouverture, justement, internationale, pas seulement européenne, hein, ça tient certainement aussi au caractère atlantique de cette école et de son envie de navigation. Aujourd'hui, oui, les choses bougent de temps en temps, mais avec 110 professeurs, dont 90 à 95% sont de nationalité étrangère, et pour les Français en général, avec 10 à 15 années d'expérience à l'étranger, on a vraiment créé un ensemble qui s'est nourri de la multiculturalité et sa vocation en fait a été d'œuvrer de cette façon-là. À un moment où il y avait déjà beaucoup d'institutions de type business school, évidemment en France. C'est intéressant de souligner certainement que ce n'est pas seulement un corps professoral, c'est aussi toute une école, toute une équipe administrative notamment qui d'emblée a adhéré à ce concept-là, parce que l'international, quand vous prétendez accueillir des gens du monde entier qui ne vont pas forcément parler français de fait, bah, ça se joue aussi en dehors des salles de classe et à tout moment sur un campus. Ça nous a permis de construire une école où on a quotidiennement une centaine de nationalités qui se parlent. Et surtout, et c'est peut-être un des éléments clés, d'arriver à avoir un recrutement dans nos programmes, en fait, à la fois dans tous nos programmes, y compris en bachelor, en master ou dans nos exécutifs programmes, et en même temps d'avoir une très très grande nationalité, et ça fait partie de nos objectifs, de faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de nationalités représentées aussi dans la salle de classe, in the classroom, pour que cette expérience soit vraiment authentique. Donc c'est cette idée-là en fait que j'aimerais pousser. Peut-être une dernière chose pour ne pas être trop long sur cette première intervention. On s'est aussi rendu compte à quel point dans la compétition qu'on vit tous ensemble avec l'ensemble des grandes écoles, des universités, j'associe les trois conférences évidemment à ce qu'on se dit là, on a besoin d'être capable d'inscrire des étudiants qui viennent du monde entier en Europe, en France et dans nos régions, évidemment ici à Paris, avec des marques très très fortes pour certaines grandes écoles aussi, qui sont de vraies locomotives, et de penser aussi pas seulement l'amont, mais l'aval en fait de nos formations. Aujourd'hui, l'attente d'étudiants qui vont faire de nombreux kilomètres pour nous rejoindre ici, c'est aussi de pouvoir envisager des carrières à long terme en France. Et je pense qu'on a dans nos territoires et dans nos grandes entreprises ou dans toutes sortes d'entreprises un besoin de talent sur lequel on doit travailler. Donc il y a aussi cette idée-là. Et je terminerai par l'idée qu'en fait c'est intéressant de pouvoir recruter sans limite de langue un corps professoral, et ça permet vraiment d'avoir aussi là une dimension intéressante à cultiver pour aller de manière très authentique, encore une fois, créer des thématiques de recherche où on peut recruter librement à travers la planète et aussi en France. C'est une bonne transition pour parler du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Laurent Toulouse, vous êtes sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ce ministère. Déjà, peut-être pouvez-vous nous dire comment vous intervenez, quel est le rôle de cette direction et quelles sont vos grandes missions? Oui, d'abord, merci pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur d'être ici pour cet anniversaire. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. La sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, son sujet d'intérêt, c'est l'internationalisation des établissements universitaires français. Les grandes écoles, je crois qu'elles n'ont pas attendu ma sous-direction pour s'internationaliser, on vient de l'entendre. Et puis, bien sûr, l'internationalisation de la recherche. Alors, à travers cet objectif, c'est évidemment la présence de la France dans le monde qui se joue. Donc, c'est un sujet pour notre influence. Je dirais, pour être vraiment le plus concis possible, que ce que nous faisons, c'est d'abord de concevoir, de penser, à travers notamment une stratégie qui s'appelle Bienvenue en France, qui a été mise en place en 2018 et qui aujourd'hui encore donne lieu à une très forte concertation entre les ministères, le nôtre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis tout ce qu'on appelle la chaîne de l'attractivité, c'est-à-dire tous les acteurs en France qui contribuent à la mobilité, à l'attractivité étudiante de la France. Ensuite, je dirais qu'il y a un métier que nous pratiquons, que pratiquent notamment mes collaborateurs et le réseau français à l'étranger, dans les ambassades, c'est orienter,
informer, accompagner. Nous nous occupons au quotidien, au jour le jour, de l'inscription des étudiants internationaux dans l'ESR français à travers la plateforme Études en France. C'est un point très important. Mina pourrait, évidemment, qui est à nos côtés, pourrait en témoigner. Et puis, nous nous occupons aussi de suivre les procédures de visa. Je n'entre pas dans les détails, mais venir en France pour un très grand nombre d'étudiants étrangers, ça requiert un visa. Et nous avons toute une réflexion aujourd'hui sur la mobilisation de l'outil visa pour faire mieux, faire plus. Et puis, je dirais, c'est aussi au cœur de mon activité, de notre activité, c'est soutenir notamment financièrement à travers les bourses, les enveloppes de bourses, à travers ce qu'on appelle le programme PHC, les bourses, les financements Uber-Curiens qui financent la jeune recherche, l'amorce de la recherche franco-étrangère. Et puis également, nous participons à toutes sortes de montages de projets. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pour juste revenir et conclure sur très concrètement ce que fait une ambassade, hein, j'ai parlé du réseau. Nous avons 130, 140 ambassades actives à l'international pour favoriser la mobilité. Dans ces ambassades, nous avons des espaces Campus France. Il y a à peu près 260 espaces Campus France dans le monde, où donc se déroulent des entretiens d'orientation des étudiants qui aspirent à venir en France. Donc je dirais, pour résumer, nos ambassades, elles nous informent. Ça, c'est très important pour vous qui êtes là dans cette salle. Nous avons à travers nos ambassades des personnes qui, sur le terrain, se renseignent sur les conditions d'accueil potentiel d'établissements français à l'étranger. Nous entretenons des réseaux, notamment les réseaux d'alumni, sur lesquels nous reviendrons peut-être. Nous organisons, nos ambassades montent des événements, montent des conférences, accompagnent des délégations, conseillent aussi ces délégations, notamment d'écoles et de grandes écoles. Et puis, quelquefois, nous négocions. Je pense notamment à la reconnaissance de diplômes. Et je m'arrête. Merci, on va revenir sur tous ces points. Je voulais passer la parole à Vanessa Scherer, qui est maintenant directrice des relations internationales de Sciences Po, après avoir dirigé son école internationale. Il y a 20 ans, Sciences Po était moins internationale, enfin, était moins connue dans le monde. Et en 20 ans, vous êtes devenue une référence. Comment avez-vous fait, pratiquement? Pas toute seule. Je vous remercie beaucoup des compliments pour Sciences Po. En effet, les 20 dernières années caractérisent un grand tournant, notamment international pour Sciences Po, mais ça n'a pas été qu'une stratégie internationale. En fait, ça a été un mouvement de transformation de tout notre établissement. C'est-à-dire que l'international était à la fois un objectif en tant que tel, devenir internationaux, mais on avait tout à fait à l'esprit que ce détour par l'international serait aussi un outil, un levier de transformation pour notre établissement. Donc ça, c'est très important parce que, en fait, l'international s'inscrit dans un écosystème, on va dire, stratégique et une politique d'établissement plus large. Donc ceci étant posé, comment on a fait? Je crois qu'il y a 3 éléments. D'abord, s'inscrire dans un champ compétitif mondial, c'est d'abord être reconnu. Donc je crois qu'ici, entre nous, il faut se dire que toutes les grandes écoles françaises sont très fortes et l'excellence que vous mentionnez existe, mais c'est vrai qu'à l'échelle internationale, il faut sortir de notre propre idiosyncrasie. Donc le premier enjeu, c'est comment être reconnu. Ensuite, et je pourrais en revenir un peu là-dessus, ensuite le second enjeu, c'est une fois qu'on est reconnu, comment est-on choisi? Parce qu'on est sur la palette de choix des étudiants qui viennent du monde entier, et ensuite comment ils vont nous choisir, nous, plutôt que choisir d'autres. Et donc après être sorti de l'idiosyncrasie, donc de s'être mis en fait dans un étalon ou dans des schèmes de reconnaissance globaux, pas une standardisation, mais en tout cas un alignement sur ce qui existe ailleurs, pour être choisi, il faut être distinctif. Mais c'est le même mouvement, en fait, c'est le même mouvement de l'attractivité. Donc le deuxième point, c'est comment travailler sur la force distinctive par rapport à d'autres écoles, d'autres universités qui pourraient attirer le même type d'étudiants. Et le troisième point quand même, et je reviens au premier point que je faisais, c'est d'avoir derrière tout ça la force motrice de tout un établissement qui devient international. Donc c'est fondamentalement être international. Alors sur le premier point de s'aligner sur ce qui existe,
il y a 20 ans, bon maintenant on y est tous, mais il y a 20 ans on n'était pas encore dans le système LMD. Donc on a créé le bachelor, on a créé au niveau graduate les écoles professionnelles, ça semble évident. Pour revenir sur ce que venait Thomas, il y a évidemment la question de la langue. Quand il n'y a que le français, ou plus exactement, quand le français est une barrière à l'entrée, vous n'êtes pas dans le champ mondial, quoi qu'on en dise. Donc ça, c'est très important. On a fait aussi une grosse stratégie de double diplôme. Quand vous vous mariez, entre guillemets, quand vous partagez votre souveraineté du double diplôme avec des universités comme Columbia, LSI et d'autres, en fait, vous allez dans le monde entier vis-à-vis de gens qui vous connaissent pas forcément en grande école au départ, mais vous pouvez leur dire, bah, vous voyez, en fait, je suis comme Columbia, je suis comme la LSI. Donc ça, c'est vraiment dans le mouvement d'être reconnu. Ensuite, il y a la force distinctive, et là, la langue française qui, dans le point 1, peut sembler être une barrière à l'entrée, devient une force distinctive. Par exemple, pour attirer les étudiants américains ou les étudiants anglais, ils viennent chez nous, université bilingue, mais en fait, ils deviennent francophones, francophiles aussi, mais ça, c'est plus nous que ça intéresse. Mais en tout cas, ils deviennent francophones, et donc ils apportent une corde à leur arc qu'ils n'ont pas s'ils ne restent que chez eux, in the UK ou US, etc. Donc ça, ce sont aussi des forces distinctives. Après, nous, en sciences sociales, on voit bien qu'on apporte la vision du monde française, et sciences sociales à la European Union ou à la française. Je saurais dire comment faire cela dans les écoles d'ingénieurs, mais il est évident que nos formations portent des forces distinctives par rapport à ces derniers. Et le dernier point, c'est quand même que tout ça soit embarqué dans une vraie politique internationale, c'est-à-dire être international, comme le disait Thomas. Ça passe par l'internationalisation des services, mais ça passe par le fait que toute la notion d'ouverture internationale anime l'ensemble de la politique de l'établissement. Et sans ça, on voit bien que la force motrice ne peut pas apprendre. Donc, Et résultat, 50% d'étudiants internationaux et indignes russes, d'ailleurs, maintenant. Alors, en effet, on a aujourd'hui 50% de nos étudiants non détenteurs d'un passeport français. On est très fiers de ça. Ils viennent de 150 nationalités à travers le monde. Et on a un gros effort encore à faire pour l'internationalisation de notre corps enseignant. Et en effet, notre directeur de la formation et de la recherche, qui a été récemment recruté, est d'origine russe. Minafam, alors vous êtes vous représentez le ministère des Affaires étrangères aussi. Vous êtes à l'ambassade de France à Londres. Comment on explique le système des grandes écoles à des Britanniques et à d'autres pays, mais enfin avant des Britanniques, parce que c'est notre concurrent après tout. Voilà. Alors, peut-être par rapport à mes autres collègues, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai un point de vue, une vision décentrée par rapport à la France. Et ça, c'est assez important. Parce qu'évidemment, quand on est en France, on a des repères, on sait exactement comment se situe, enfin, comment les grandes écoles se positionnent par rapport aux universités, par rapport aux centres de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu de mal à expliquer, qu'on ne tient pas forcément à expliquer, puisque bon, c'est pas forcément nécessaire d'entrer dans notre complexité relative française. Donc, du point de vue français, tout est transparent, on sait exactement où on se situe. Dès qu'on est à l'étranger, on est dans un autre référentiel et il faut pouvoir valoriser nos spécificités, la qualité de nos écoles, sans que ça rentre en conflit et que ça devienne trop compliqué. Et à ce moment-là, il y a un rejet de l'ensemble du système. Alors, les grandes écoles, évidemment, pour nous, c'est tout à fait clair la manière dont ça fonctionne. Si on prend le point de vue britannique ou états-unien, où j'ai également séjourné, mais c'est à peu près les mêmes schémas, on est dans un système local qui a l'habitude de la sélectivité. Hein, tout se fait au sein de l'université, mais le fait de sélectionner les gens pour entrer dans des universités un peu d'élite, ou en tout cas d'excellence, ça n'a rien de choquant. Donc quand on parle d'un système très sélectif comme nous avons en France, c'est parfaitement compréhensible. Alors ce qui est plus difficile à faire comprendre, c'est que nos écoles sont assez petites en dimension, donc elles ne sont pas très visibles à l'international. Aujourd'hui, évidemment, alors à part certaines qui passent la rampe et qui ont une volonté très, très délibérée de recruter à l'international, la plupart ne sont quand même
sont plus difficilement visibles. Donc, pour expliquer la manière dont nous fonctionnons, donc nous parlons de cette sélectivité qui est bien reçue. Souvent, ils ont l'expérience des étudiants qui sont venus de ces grandes écoles, et en général, tout le monde s'accorde à avoir leur qualité exceptionnelle, notamment par rapport à des étudiants locaux, hein, américains ou britanniques, qui ne sont pas toujours de très très bon niveau, même quand ils ont été sélectionnés. Et puis, bon, alors ça, je ne sais pas si c'est tabou ici, mais le fait que cette dynamique de regroupement dans des sites ou dans des universités dans lesquelles les grandes écoles apparaissent comme des départements spécialisés, des collèges dans lesquels on peut dire, voilà, il y a un collège de physique, de business, etc. Ça facilite beaucoup l'explication parce que ça permet de se mettre dans le référentiel des grandes universités anglo-saxonnes qui comprennent très bien qu'il puisse y avoir des collèges ou des départements spécialisés et qui sont assez autonomes. Donc, si nous présentons cela comme ça, c'est parfaitement compris. Il y a aussi la question de la réciprocité, c'est-à-dire est-ce qu'on va envoyer des Britanniques ou des Américains dans nos grandes écoles. Alors ça, c'est vraiment la force des écoles elles-mêmes qui vont faire la démarche. C'est pas à notre niveau, nous n'avons pas la capacité à promouvoir, nous avons la capacité à aider, à aller dans ces écoles. Et en général, de ce point de vue-là, les écoles ont des accords de gré à gré qu'ils mènent très efficacement. Donc les grandes écoles, c'est clair à l'international aujourd'hui. Ça demande un petit effort d'explication, mais c'est faisable. Alors, on va parler d'un tout autre point de vue. Monsieur Alfred Cadichon, vous représentez, enfin, vous dirigez à Paris la New York University. Alors, je ne savais pas, qui est membre de la conférence des grandes écoles. Alors déjà, pouvez-vous nous dire ce que fait la New York University à Paris et pourquoi elle fait partie de la conférence des grandes écoles et ce que vous attendez ici avec toutes les écoles? Oui, absolument. Absolument. NYU, c'est l'université de New York. C'est une des grandes universités américaines de la côte Est. Et c'est une université qui est caractérisée par son côté international. C'est probablement l'université la plus internationale des États-Unis. Elle a 15 implantations dans le monde entier, dont cette implantation à Paris, où on reçoit plus de 300 étudiants par semestre. Nous sommes situés dans les anciens locaux de l'école des travaux publics, Boulevard Saint-Germain. Et donc ces étudiants, ils viennent traditionnellement, ils venaient apprendre le français, découvrir la culture française, mais de plus en plus, ils viennent aussi attirés par l'excellence scientifique française. Ils viennent prendre des cours d'informatique, de data science, de media studies. Et tout ça, ils considèrent que Paris est attractif pour ça. Voilà, donc c'est des Américains à Paris, on essaye d'éviter qu'ils restent dans leur petite bulle. On fait beaucoup de choses pour ça, notamment on a un certain nombre d'étudiants qui sont logés ici, à 2 pas, à la Fondation des États-Unis. On essaye de les pousser aussi à prendre des cours chez des partenaires, chez des universités partenaires, donc d'où les partenariats dont Mina parlait à l'instant. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça permet évidemment aux étudiants de découvrir le système éducatif français et d'où notre intérêt pour les partenariats. Alors, pourquoi la conférence des grandes écoles ? Tout d'abord parce que nous, on s'identifie, alors il n'y a pas de système évidemment des grandes écoles aux États-Unis, mais les universités américaines ont un certain nombre de points communs avec les grandes écoles. La sélectivité, NYU, sur plus de 100 000 dossiers, on n'en retient que 12%, donc c'est un système très sélectif. L'importance des questions des réseaux d'alumni qui ont aux États-Unis, on le sait, un fort affectio societatis, qui sont prêts à s'impliquer dans leurs institutions. L'importance du développement, voilà, NYU, c'est fou à quel point ça se développe vite et rapidement et de manière décentralisée. Donc tout ça, c'est des choses qui font qu'on s'identifie, nous, autant à une grande école, pour reprendre cette grille de lecture française, qu'à une université. Et par ailleurs, on est très heureux d'avoir été reçus, admis au sein de la conférence des grandes écoles en tant que membre associé, parce qu'on cherche à développer ces partenariats. Partenariats au niveau de la recherche, on a beaucoup de collaboration entre nos enseignants-chercheurs et des enseignants chercheurs français, que ce soit PSL, que ce soit Sciences Po, et bien d'autres. Par ailleurs, nos étudiants sont intéressés à faire ces échanges. Donc, il y a l'échange traditionnel où on envoie des étudiants chez nos partenaires et nos partenaires envoient des étudiants à New York.
Mais plus récemment, on teste à titre expérimental, et ça paraît très intéressant, un échange à la maison où les étudiants français, au lieu d'aller à New York, viennent chez nous à NYU Paris. Et donc, NYU Paris, certains cours sont en anglais avec des étudiants américains. C'est vraiment comme à New York, sauf qu'ils ont pris le métro pour venir et pas l'avion. Voilà. Intéressant. Je reviens vers vous, Minafam. Vous êtes là à plusieurs titres, votre poste actuel, mais avant, vous avez été directrice des relations internationales de PSL, déléguée internationale du CNRS. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour recruter à l'international des doctorants, des professeurs, enfin, de votre expérience, quels souvenirs en avez-vous? Alors, un souvenir très net et qui continue, je pense, on a fait tout le monde fait beaucoup d'efforts, il reste encore des marges d'amélioration. Bon, alors on a parlé de la compréhension de notre système. Pour attirer des gens, il faut que les gens sachent et comprennent bien comment ça fonctionne. Je pense que l'attractivité, que ce soit pour les chercheurs, bien sûr, mais aussi pour les étudiants, c'est la qualité de la recherche qui se trouve dans l'établissement où les gens vont venir, puisque finalement, même dans des niveaux undergraduate, ça peut jouer parce qu'ils savent qu'il y aura une équipe qui est très forte en recherche et qui leur permettra ensuite de se développer dans leur carrière. Il y a la question des cours en anglais. Alors je sais bien sûr qu'on a beaucoup développé les cursus en anglais ou au moins en partie en anglais. Donc ça c'est évidemment indispensable, y compris pour des non-anglophones au départ, mais en général, même les Chinois, etc. Le fait qu'il y ait des cours en anglais, ça va faciliter leur arrivée, même si ensuite ils vont acquérir du français suffisamment pour vivre et voir et pour étudier. Et enfin, il y a des choses qu'offrent qu'on offre dans des universités ou des établissements à l'étranger qui sont des packages. Et nous, on commence, mais on ne sait pas très bien le faire. Et souvent, lorsqu'on veut attirer des chercheurs, il faut aussi faire venir leur partenaire. Ce partenaire peut évidemment travailler. Il a besoin aussi qu'on l'accompagne, les enfants, les assurances, etc. Notre administration n'est pas toujours très transparente. Donc, je crois qu'il faut qu'on améliore cette capacité à offrir un ensemble pour attirer non seulement le chercheur qu'on vise, mais aussi sa famille. D'autre part, il y a un type on l'a évoqué hier, et je pense que ça c'est très important qu'on en ait conscience, c'est que dans beaucoup d'autres pays, on parle des États-Unis ou du Royaume-Uni, les soft skills font vraiment partie du curriculum des étudiants. Chez nous, on a tendance à repérer essentiellement la qualité académique des étudiants, même des chercheurs, alors que dans d'autres pays, le fait que ce sont des gens qui ont des engagements dans la société, des implications dans différentes associations, va jouer un très grand rôle, presque équivalent à la qualité académique. Donc chez nous, souvent, ça passe un petit peu au deuxième plan, et je pense qu'il faudrait qu'on soit aussi à même, puisqu'on veut introduire de la diversité, qu'on veut introduire de l'inclusion, d'avoir des profils peut-être un peu plus atypiques, en profitant du fait que recruter des étudiants ou des chercheurs internationaux, c'est une autre culture qui vient aussi enrichir la nôtre. Je ne sais pas si vous pouvez réagir là-dessus, parce que effectivement Sciences Po recrute plus comme avant, un micro, où sont les micros, voilà. Vous l'avez, donc. Puis j'avais aussi une question sur votre nouveau campus, qui est aussi un bon élément pour attirer les professeurs internationaux. Enfin, il n'y a pas que le fonctionnement, il y a aussi le fait d'avoir un très beau campus bien placé à Paris. Le plus beau campus de France aujourd'hui, peut-être. Oh là là, mais décidément, toutes les questions commencent avec un beau compliment. Donc, peut-être juste pour rebondir sur la question de la diversité, mais aussi ce que ça implique au niveau des processus d'admission. Parce que désolée d'entrer dans les cuisines, mais c'est très important, singulièrement pour la conférence des grandes écoles. Les grandes écoles, historiquement, se distinguent aussi par un système d'admission très particulier et assez peu reconnaissable dans le reste du monde. Nous, Sciences Po, on a accompagné ce changement depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, on a fait une réforme des admissions qui a permis d'aligner la procédure nationale et la procédure internationale. Et dans la procédure nationale, nous n'avons plus d'examen écrit, par exemple, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est sur dossier. Et c'est très aligné avec la voie internationale. Donc, pendant un certain temps, nous avons fait coexister deux voies différentes qui permettaient la reconnaissance de la diversité internationale au même titre que la reconnaissance de la diversité sociale par d'autres aspects. Mais en tout cas, on les traitait comme deux objectifs et on a intégré ça dans des voies d'admission séparées. Et là, avec la réforme des admissions qui a maintenant 5-6 ans, les voies sont alignées, en fait, nationales et internationales. Et évidemment,
ça n'a pas du tout conduit à renoncer à l'excellence, au contraire. On est entré sur Parcoursup, par exemple, on a plus de 25 000 candidatures et donc on est très sélectif avec des étudiants qui ont en moyenne 18 au baccalauréat. Donc ça, c'est un point important, savoir traiter les diversités ensemble avec des systèmes qui maintiennent notre excellence, mais qui sont aussi reconnaissables pour des étudiants qui viennent du monde entier. Ensuite, sur le campus, donc merci encore beaucoup de... En effet, on a ce très beau campus aujourd'hui à Saint-Thomas, au cœur de Saint-Germain. Dire que ça serait décisif pour être attractif, je pense qu'en toute logique, on ne peut pas le dire. D'abord parce qu'on a été attractif avant d'avoir ce beau campus, et puis que d'autres n'ont pas ces campus et sont tout aussi attractifs. Et que l'idée, c'est surtout d'arriver à donner une identité attractive au campus que vous avez. Et dans la logique de la stratégie d'établissement. Le second point, pour rebondir sur ce que disait Alfred, c'est pour nous, en tout cas, effectivement, un campus urbain au cœur de la ville comme NYU à New York ou NYU Paris au cœur de Paris ou nous, Sciences Po, ça rentre totalement dans notre logique d'établissement, mais aussi dans la nature de nos formations. Pour les politiques publiques, pour les sciences sociales, être dans une capitale monde, ça compte énormément. Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas sous-estimer, comme le disait Laurent tout à l'heure, l'attractivité de la France singulière ces dernières années et la fenêtre d'opportunité que cela constitue pour nos grandes écoles et nos universités. La période, et là je parle des États-Unis et de UK parce que ce sont nos concurrents, on va dire, internationaux extra-européens les plus importants, mais la concomitance entre le Brexit et l'ère Trump aux États-Unis était évidemment un crève-cœur pour tous ceux qui aiment le Royaume-Uni et les États-Unis, mais il n'en demeure pas moins que nous, en tant qu'acteurs positionnés dans un champ concurrentiel, nous a amené beaucoup d'étudiants du reste du monde qui ne souhaitaient pas aller aux États-Unis et au Royaume-Uni à l'époque et qui voyaient que la France portait un message et une vision du monde qui était en tant que telle attractive, portée par un président de la République qui donnait plus envie que Donald Trump et d'autres à l'époque, indépendamment des considérations politiques, mais ça c'était quand même très important, l'attractivité de la France en tant que telle. Et on a non seulement attiré beaucoup plus d'Américains et d'Anglais à cette époque, mais aussi on s'est rendu compte que par un effet de billard à trois bandes, on avait eu une augmentation des demandes de candidature venues de pays comme l'Inde, le Pakistan, la Chine, etc., qui étaient des berceaux plus reconnus, des viviers plus reconnus pour ces universités au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc là, on sort quand même d'une période d'une dizaine d'années qui existe encore, qui fait que, je fais le lien entre Paris et la France, mais qui fait que nous tous, acteurs français, on a quand même une fenêtre d'opportunité, un espace singulier d'un point de vue géopolitique qui rend nos universités, nos grandes écoles plus attractives. Alors, Sciences Po n'est pas qu'à Paris. Rennes School of Business n'est pas qu'à Rennes, mais vous attirez des étudiants du monde entier. Donc, comment on fait pour attirer des étudiants pakistanais, indiens, chinois, africains à Rennes ? Oui, voilà, si tu ne m'en veux pas, je vais peut-être prendre vraiment une casquette conférence des grandes écoles, parce que je pense vraiment pour rebondir sur ce qu'on vient de dire. Bon, je pense qu'il faut vraiment, et l'idée de décentrage est vraiment importante ici. Je veux dire, cette commission internationale, en fait, elle a un énorme avantage, c'est qu'on n'arrête pas de se regarder quand on est au loin, quand on est au Mexique, quand on est à Mexico City, quand on est à Bogota, quand on est effectivement à Lahore ou à Islamabad, on se regarde plus de la même manière. Et je pense qu'il faut vraiment, on est dans un pays qui aime bien expliquer les choses et les rationaliser. Je pense qu'il faudrait, peut-être plus s'intéresser aux atouts qu'on a et à les jouer franchement. On a la chance d'avoir dans les grandes écoles, dans les universités, des marques d'excellence qui sont connues. On cite tous ensemble, PSL, Saclay, je prends juste quelques exemples. Enfin, on va bien évidemment aussi parler des arts et métiers de Polytechnique, d'HEC Paris, de l'ESSEC, il y a Pierre Tapie juste en face de moi. Il y a bien sûr Sciences Po Paris. On a aussi de grands établissements dans le domaine de la culture, du design, de l'art qu'on pourrait mentionner.
Et en fait, moi, quand je dois expliquer ce que c'est qu'une grande école, c'est un exercice extrêmement simple. Je commence par, faire un petit retour sur l'histoire, et j'explique qu'à un moment donné, dans ce pays, il y a presque 300 ans, on a une nation qui a désiré avoir de nouveaux leaders, et les former, les éduquer, et qui a cette idée de grande école qui a émergé à ce moment-là. C'est très rapide, en général, au bout d'une minute, les gens ont compris l'idée. Vous citez quelques exemples de marques fortes qui existent en France, et vous terminez en disant que la grande chance finalement des interlocuteurs avec qui on discute, c'est qu'il y a toute une conférence en fait qui les réunit et qui travaille en bonne complémentarité au sein notamment de Campus France et avec notre État et avec notamment son ministère des Affaires étrangères qui attendent beaucoup de nous. Donc on se positionne un peu comme une forme d'ambassade, enfin sans prétention, mais encore une fois en synergie avec une feuille de route à laquelle on adhère pleinement, notamment dans la région Indo-Pacifique. Et à ce moment-là, quelque part, on tombe sur un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne va même plus essayer de faire l'effort de traduire le mot grande école. C'est French grande école, et je dirais quelque part, on est compréhensible. Moi, ce qui me frappe aussi, pour terminer là-dessus, c'est que, deux choses, parce que ça me permettra de revenir à la question quand même. C'est que ce sont dans les ambassades, en fait, qu'on nous demande de venir en tant que conférence des grandes écoles, aux côtés de France Université notamment, et de la CDFI avec laquelle on travaille beaucoup, pour établir des liens également avec les grandes associations qui réunissent des universités, mais Vanessa l'a dit, Mina l'a dit aussi, elles sont très différentes en fait de nous, elles empruntent à la fois des traits de ce qu'il y a de mieux dans l'université et dans les grandes écoles. Donc on a vraiment tout intérêt à venir tous ensemble. Et peut-être pour terminer, il faut vraiment bien se rendre compte, mais toutes les personnes ici le savent, on va d'une grande métropole à une grande métropole. On est dans un pays qui a une chance extraordinaire, c'est qu'en réalité, vous y circulez de façon extrêmement rapide et le déplacement qui vous emmènera de Paris à Rennes ou de Paris même à Marseille, Toulouse ou d'autres villes. Pas tout le temps. Alors pas tout le temps, mais presque tout le temps. Bon, on a aussi parfois d'autres traits qui sont connus, mais sur lesquels on peut jouer avec un petit peu d'humour, et on est aussi un pays qui avance, qui bouge. Et puis les autres pays ont leurs problèmes aussi, donc voilà, on peut en plaisanter, en tout cas quand on est au loin. Ici, on plaisante moins avec ça. En tout cas, je veux dire, le sujet des distances n'est pas là. C'est-à-dire que l'idée de dire de toute façon que vous serez en proximité avec cette grande ville de Paris, qui évidemment vous attire, à laquelle vous aspirez finalement d'être là, d'y passer des week-ends. Et à la limite, il y a une complémentarité évidente entre les grandes métropoles universitaires françaises et Paris, puisqu'on a tous les avantages aussi de pouvoir être dans des villes qui vivent de la présence de dizaines de milliers d'étudiants, tout en étant en général dans une proximité à 1h30, 2h, maximum 3 heures de Paris. Donc c'est pas un sujet, c'est pas un débat. Moi, je pense pas du tout qu'on a un problème vous savez, de Paris, Paris province, Paris territoire. À partir du moment où on est quelque part à Shanghai, à Bogota ou à Abidjan, où j'étais aussi il n'y a pas très très longtemps, non, le sujet n'est pas vraiment un problème. Alfred Galichon, alors vous attirez des étudiants américains à Paris. Pourquoi ils viennent à Paris? Alors, il y a Emily in Paris qui est évidemment vue dans le monde entier, mais ce n'est pas forcément l'argument unique, j'imagine, encore que vous n'êtes pas très loin de là où c'est tourné. Oui, absolument. Emily in Paris, ça ne rend pas tellement service, en fait, j'y reviendrai. Parce que, évidemment, ça crée une image romantique qu'il faut ensuite déconstruire, notamment ces périodes de grève. Et voilà. Mais blague à part, c'est vrai que la concurrence parmi ces grandes universités américaines se fait, se fait beaucoup aujourd'hui sur l'internationalisation, l'accès à l'international. Et ça, c'est vrai pour les étudiants qui sont en bachelor, les étudiants que, par exemple, on accueille à NYU Paris, mais aussi pour des programmes beaucoup plus avancés de type Executive MBA, qui sont de plus en plus low residency. Donc low residency, ça veut dire qu'ils leverage beaucoup les enseignements en ligne, et qu'ensuite, une semaine tous les 3 mois, ils vont se retrouver dans une capitale, Tokyo ou Londres ou Paris. Voilà, donc c'est vrai que ces universités ont compris que maintenant la concurrence se faisait là. Le monde de l'enseignement supérieur américain est très très concurrentiel. Il s'agit d'attirer les meilleurs, il s'agit d'attirer aussi des dons, et donc il faut vendre un projet.
et le projet international est particulièrement séduisant. C'est pour ça que NYU est à Paris depuis 50 ans, mais d'autres universités sont aussi à Paris et renforcent leur présence à Paris. L'Université de Chicago est en train de construire un bâtiment dans le quartier de Tolbiac, très impressionnant, magnifique bâtiment. L'Université Columbia, que Vanessa Scherer connaît bien, a également un magnifique campus près de Montparnasse. Voilà, et ce phénomène existe aussi dans d'autres villes. Et donc on assiste effectivement à ce mouvement pour attirer des Américains. Et la plupart des Américains, heureusement, ne viennent pas chez nous parce qu'ils ont vu Emily in Paris, mais encore une fois parce qu'ils ont entendu parler de Cédric Villani ou de la French Theory, qui est encore très, très, très attractive sur les campus américains. Mais ces universités sont des compétiteurs pour les grandes écoles? Enfin, comment elles s'installent en France? Quel est leur objectif? Uniquement faire venir des étudiants américains? Moi, je pense qu'on n'est pas du tout en concurrence avec les grandes écoles, parce que les étudiants américains viennent des campus américains, ils ont leur diplôme sur ces campus. Le NYU Paris, c'est vraiment c'est vraiment un lieu d'échange en fait. C'est vraiment un lieu d'échange d'étudiants. Les étudiants repartent ensuite aux États-Unis pour avoir leur diplôme aux États-Unis. Mais à l'inverse, je pense que c'est pour les grandes écoles, c'est une opportunité parce que ces échanges sont amenés à s'intensifier et qu'il y a une grande demande de la part des Américains. Oui, parce qu'on a toujours du mal à faire venir des étudiants américains en France. D'ailleurs, un quart des étudiants américains en France sont à Sciences Po, Paris. Alors comment vous faites? Alors, c'est vrai, on a quasiment 1 millier d'étudiants américains en cursus diplômant. Alors, pas un quart sur l'ensemble des étudiants américains, parce que beaucoup des étudiants américains, comme le disait Alfred à l'instant, sont aujourd'hui considérés internationaux à partir du moment où ils passent 2 semaines à l'étranger. Et donc, il y en a, je crois, à peu près 20 000 étudiants américains chaque année en France, mais pour beaucoup, des programmes très, 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 très courts. Nous, quand on dit 20, je crois même 25% des étudiants américains à Sciences Po, ce sont ceux qui choisissent les cursus diplômants, donc comme les autres étudiants. Quelque part, c'est presque encore plus difficile. Et en effet, ils sont assez nombreux. Sur cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ça fait suite à un long travail pour la reconnaissance en fait de Sciences Po et l'identification de Sciences Po on the map. Les doubles diplômes que l'on a construits avec les plus grandes universités américaines, évidemment, parlent beaucoup aux familles américaines, aux futurs étudiants. Un mot peut-être, et ça intéressera, je pense, tout le monde aussi, sur notre politique d'échange. Depuis maintenant 20 ans, Sciences Po garantit et rend obligatoire la 3e année niveau licence, donc la dernière année du bachelor, à l'étranger pour nos étudiants. Donc on les envoie à travers le monde entier. Ça, c'est une manifestation de notre identité internationale très fort, un engagement très fort. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas avoir le diplôme de Sciences Po si vous n'avez pas passé une année complète à l'étranger en immersion académique chez un partenaire. Et dans ce cadre, on a construit au fil des 20 dernières années quasiment 90 partenariats avec des universités américaines. Et donc dans ce cadre, chaque année, on envoie 200 à 300 étudiants de Sciences Po pour une année complète, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, pour une année complète aux États-Unis. En échange, on reçoit quelques centaines d'étudiants américains sur nos campus. Et on voit bien qu'à travers cette politique d'échange, eh bien, nos étudiants deviennent les meilleurs ambassadeurs parce qu'ils finissent en Dean's List semestre après semestre. Et donc, ça fait maintenant une 20aine d'années que les profs disent c'est quand même curieux, mes meilleurs étudiants, chaque année, c'est des étudiants de Sciences Po. Donc, il y a 20 ans, ça les étonnait, puis maintenant, ils s'y attendent. Donc, on a créé, en fait, ça aussi, évidemment, c'était une politique en soi, mais en fait, on voit bien que nos étudiants sont devenus aussi des étalons d'identification de Sciences Po. Et en échange, ces étudiants undergrad qui viennent chez nous passer un semestre, finalement, deviennent des candidats pour rentrer chez nous au niveau master. Donc, on est là encore, comme je le disais tout à l'heure, dans une politique holistique d'établissement qui a parlé beaucoup aux Américains. Bon, sur les Américains, il y a aussi la question de la langue. Encore une fois, le français ne doit pas être une barrière à l'entrée, mais doit être un atout qui, eux, ensuite, vont leur servir à eux personnellement dans leur carrière, parce que par rapport à leurs camarades américains, ils parleront une autre langue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de 90% des étudiants américains, sauf ceux qui sont allés chez Alfred ou chez nous tous. Bon. Et ça, c'est assez important. Et une dernière chose sur les étudiants américains, mais finalement sur tous les étudiants internationaux.
Pourquoi est-ce que finalement ça reste un système durable dans la notion internationale? C'est qu'ils rejoignent un établissement fondamentalement international, et donc ça n'est pas qu'un track ou un cursus en anglais où finalement les étudiants se retrouvent peut-être un peu isolés. Ils rejoignent une université où il y a des étudiants américains, des étudiants brésiliens, des étudiants indiens. Tous les services sont acculturés, les accueils. Alors ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on se situe dans cet échelon des 20 ans, mais c'est important de ne pas être finalement juste un petit groupe un peu isolé à l'intérieur du reste de l'université. Alors on voit qu'on est vraiment dans un environnement de compétition internationale, mais qui dépasse un peu l'enseignement supérieur. Comment le ministère met en musique vos grands objectifs internationaux, géopolitiques, etc., avec l'enseignement supérieur? Oui, c'est la question centrale pour nous. Je parlais tout à l'heure de la stratégie Bienvenue en France. J'en rappelle aussi un objectif, c'est d'atteindre d'ici 2027 le seuil de 500 000 étudiants internationaux en France, en stock, présents sur le territoire français. On en est encore loin, on s'en rapproche, on est à 400 000 après l'épreuve de la pandémie. Et le maître mot, c'est celui de l'accueil. Aujourd'hui, vous le savez, alors on a entendu beaucoup de choses très positives. Moi, je vais juste vous rappeler aussi quand même un élément qui doit nous faire réfléchir. La France a perdu des places dans ce que vous appelez la compétition internationale. Si on regarde des grands chiffres, on était bon an, mal an, 3e, 4e pendant de très longues années. On est aujourd'hui au 7e rang, derrière l'Australie, le Canada, voire la Russie, des puissances importantes qui montent à l'international, comme la Turquie, bon, bien sûr la Chine, l'Inde, qui accueille beaucoup à l'international. Donc on est sur un paysage qui est profondément transformé, où on a besoin aussi de remonter sur le podium, y compris d'ailleurs en Europe, puisque l'Allemagne est passée devant nous depuis un certain temps, le Royaume-Uni l'a toujours été. Donc on est pas une grande école, mais enfin on s'approprie aussi toutes ces réflexions qui sont les vôtres, on voit ce qui se passe, on voit bien qu'il y a tout un débat en France sur comment être attractif, comment rester attractif. Donc ça fait partie de notre quotidien, je dirais, en tant que ministère. Par ailleurs, bien sûr, l'ESR, l'enseignement supérieur à la recherche, c'est un vecteur, un véhicule de l'influence. On pourrait faire des tas de choses, mais nos capacités d'accueil restent limitées. N'oublions pas cela. Nous sommes toujours à jouer sur le quantitatif et le qualitatif. C'est-à-dire que attirer pour attirer, nous avons des publics captifs. Si on regarde la géographie, je me rapproche un peu de la réponse à votre question, il est clair qu'aujourd'hui, la France, c'est le seul pays, je pense, la seule grande nation attractive sur le plan des étudiants qui accueille autant de publics originaires d'Afrique et d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, 50% à peu près. Nous visons la diversification. Nous savons que notre attractivité, elle se joue aussi sur le front de la diversification, parce que la diversification est un gage de qualité. Il s'agit d'entretenir, c'est ce que vous avez tous très bien montré les uns et les autres. Il faut s'inscrire dans la durée. On ne peut pas faire du one-shot ou de beaucoup sans regarder la suite. C'est pour ça que le public asiatique est clé. Le public européen aussi, d'ailleurs. La France, probablement, est des grands pays européens, celui qui, aujourd'hui, attire le moins. Pardon parler en termes un peu négatifs, mais pour que le paysage soit clairement posé. Et donc, nous, notre souci, c'est évidemment, sur un plan géographique, de réfléchir au bon équilibre, au bon dosage. Vis-à-vis de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, je dirais, nous avons une tradition d'attractivité, nous sommes vraiment dans le paysage. Et nous devons viser aujourd'hui, c'est notre avis qui est partagé avec le MESR et je pense la plupart des grands établissements, nous devons viser le qualitatif, être aujourd'hui plus sélectif. Et c'est le rôle de nos ambassades qui orientent, qui accompagnent, qui quelquefois doivent dissuader. Et s'agissant de l'Asie, de l'Europe, nous devons être dans une politique d'attirance et qui repose en partie, on l'a dit, sur la langue anglaise, mais qui ne se sépare jamais pour nous de la langue française. Je suis très content de ce que vous avez dit, Vanessa, parce que je pense qu'on est souvent trop peu conscient, notamment aujourd'hui dans une assemblée comme la vôtre, des avantages du français. Le français est voulu pour lui-même. Et la France aurait tort
se couper de cet atout. Mais évidemment, ça va de pair avec le plurilinguisme et donc un renforcement de l'offre de formation en anglais. On le voit partout, dans toutes les filières, dans tous les domaines. Je voudrais juste vous dire à ce sujet que, par exemple, nous avons dans notre agenda, je prends des exemples, je pourrais vous citer tous les pays du monde. Mes collègues qui sont dans la salle savent à quel point nous sommes sollicités. Juste pour vous susciter votre intérêt, mais un pays comme l'Ouzbékistan, par exemple, recherche absolument des liens. Et le Kazakhstan suit tout de suite après, parce que si l'Ouzbékistan fait quelque chose, le Kazakhstan suit. Mais la Mongolie nous demande aussi des programmes de formation et de l'ouverture pour ces étudiants de haut niveau. Mais nous avons par exemple aujourd'hui un très grand pays qui va, du fait de sa puissance démographique et de sa puissance scientifique, monter, c'est l'Inde. Notre objectif pour les 2-3 ans qui viennent, c'est d'attirer 20 000 étudiants indiens en France. Nous aidons à cet objectif à travers de la communication, c'est le rôle de Campus France, mais aussi à travers des programmes de bourse, des programmes de recherche que nous finançons. Nous avons sur l'Europe mis en place l'année dernière, sous présidence française de l'Union européenne, un programme spécifique qui s'appelle Excellence Europa. Donc là aussi, c'est un petit boost que nous donnons à nos postes, hein, dont le Royaume-Uni, malheureusement, n'a pas fait partie cette année pour cause de Brexit, mais il s'agit de réattirer aussi des Européens vers le SR français. Nous avons beaucoup fait pour l'Ukraine, j'en profite pour le dire. Hein, l'Ukraine, l'étude d'étudiants réfugiés, mais aussi l'accueil d'étudiants réfugiés, mais aussi l'accueil d'étudiants en Ukraine. Ça a été une très grosse opération et qui passe aussi par le français. Des étudiants ukrainiens qui désirent s'inscrire aujourd'hui dans le SR français, en général, ne possèdent pas le français. Donc, grosses dépenses, gros budget cette année pour aider à la formation aux Français des étudiants ukrainiens. Et puis, sur l'Afrique, nous sommes dans le qualitatif, je le disais, et nous avons, par exemple, à travers les budgets du MAE, du ministère des Affaires étrangères, un très beau programme qui s'appelle ADESFA. On est dans un monde d'acronymes, malheureusement, mais ADESFA, c'est l'appui au développement de l'enseignement supérieur français en Afrique. Et nous avons chaque année des appels à projets que nous finançons et nous aidons aux coopérations académiques avec l'Afrique, qui implique de trouver l'excellence de la recherche en Afrique. Alors j'avais plein d'autres questions, mais on va passer à la salle. Et Thomas veut nous dire un petit mot. Short. Très short, c'est vraiment... Ça marche. Très vite sur ce que vous venez de dire. Il ne marche pas le micro, hein. Prenez le micro du voisin, Thomas. Non, juste un petit mot très rapide. Quand on se compare finalement avec d'autres pays, on voit bien toute l'importance qu'on doit accorder au fait de recruter des étudiants vraiment dans nos programmes. Parce qu'à partir du moment où ils s'inscrivent dans nos programmes, ils resteront plus longtemps en France. Et ce qui nous distingue, je pense, de l'Allemagne, mais certainement aussi de UK, c'est que la durée moyenne en fait que passent les étudiants étrangers en France en fait est nettement inférieure. On parle souvent d'1 an et demi, 2 ans maximum, alors que dans les autres pays, on peut aller jusqu'à des cycles de 5 ans qui se terminent avec un doctorat. Et là, il y a un vrai travail à faire. Et je pense que, on parlait de l'Inde, le fait de monter des chiffres actuels jusqu'aux 20 000, ça passe aussi par un changement qualitatif en fait sur ce plan-là. Ok, merci. Pardonne-moi Olivier, hein, je te coupe, mais c'est pour ça que je suis là en fait, donc je suis confus. Les réactions de la salle et de nos invités, vous avez peu parlé des campus français à l'étranger ou de la coopération au développement de la formation, notamment en Afrique. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que le représentant du ministère l'a survolé, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet. Alors, on n'est pas là pour répondre parce qu'évidemment, il faudra repartir. À l'heure où la France est chahutée à l'étranger, comment passer d'une logique d'influence dépassée à une véritable stratégie de partenariat global win-win? Alors, c'est à la Franc-Afrique que je vois en filigrane derrière, qu'on remet en cause. Alors, moi, je peux dire, en tout cas, pour avoir pas mal écrit là-dessus, que nos établissements sont encore présents en Afrique, y compris dans des pays où nous sommes chahutés d'un point de vue militaire, par exemple, ou politique, et des établissements continuent la coopération. Donc, ça veut dire que l'enseignement supérieur et l'éducation est très résiliente dans nos milieux. Peu de mentions sur les enjeux de transition socio-écologique dans l'internationalisation des formations de nos écoles. Que faisons-nous? Les grandes écoles peuvent-elles favoriser les départs des élèves en transport moins énergivore? Une aide pour compenser les frais supplémentaires en prenant
ces mêmes transports. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont venues, enfin Thomas, dans les grandes écoles, hein, sur se déplacer loin, mais pour longtemps, pas pour faire des voyages d'agrément courts, ou bien ce que j'avais identifié aussi à travers quelques enquêtes sur un recentrage sur l'Europe. Je ne sais pas si le représentant du ministère le confirme, mais en tout cas chez Campus France, on le repérait aussi, un recentrage sur l'Europe des établissements d'enseignement supérieur pour, je ne sais pas à Sciences Po si c'est aussi le cas. J'en avais parlé avec Mathias Vichra, qui était notre invité à Sync Éducation, sur recentrage sur l'Europe pour les partenariats parfois et des échanges académiques qui est aussi une zone résiliente avec un espace Schengen qui permet une mobilité plus grande. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qui passent. Alors je réponds tout seul, hein, vous pouvez intervenir si vous avez une idée, quelqu'un. Tu veux que juste un petit commentaire sur le travail qui a été lancé avec Campus France et avec aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, à partir du rapport de Jean Jouzel qu'on écoutait hier. Peut-être juste quelques idées rapides. Hein. On a une journée, d'ailleurs, sur le sujet en juin, où on va travailler de manière plus transversale, internationale et développement durable. La sobriété, d'abord, parce qu'on a appris, ça a été un énorme crash test, hein, la période, disons, dure du Covid. On sait maintenant qu'on sait faire des choses autrement. Donc il faut absolument se l'appliquer. Il y a certainement 15, 20%, 30% d'empreinte carbone, notamment à travailler sur ce plan-là. Pourquoi ne pas repenser nos séjours à l'étranger en les rendant plus longs? Et pourquoi pas finalement faire du voyage lent, qui ne se fait pas forcément en avion, y compris pour aller sur un autre continent. Il y a des choses qui ressortent d'expériences exceptionnelles aussi à avoir avec la nature et son caractère régénératif. Mais enfin, pour aller en Australie, ça va être compliqué en bateau. Hein, ce sera compliqué pour l'Australie. Je ne sais pas, mais... Gilbert. Mais je pense que quoi qu'il arrive, on est quand même tous conscients, même s'il y a une tension là-dessus, sur le fait de l'immersion longue à l'étranger. Bien sûr, il faut que ce soit justifié. Quelque chose de demandé. Voilà. Un mot aussi, Olivier. Pardon, allez-y, pardon. Parce que vous avez listé toute une série de sujets, moi, qui m'animent beaucoup. Ben oui, mais en fait, je suis là pour ça. C'est pas pour avoir des réponses, c'est pour dire ce que la salle pense. Je vais dire rapidement, allez-y. Et ensuite engager le débat avec des collègues ici. D'abord sur l'Europe et la résilience, en fait, je crois qu'on s'est tous rendu compte, nous qui souhaitons l'international, qu'au moment du Covid, l'Union européenne a joué son rôle. Et donc, on a eu un espace qui a fait corps et qui a permis de maintenir la notion internationale. De là à dire qu'aujourd'hui, on va se recentrer plus sur l'Europe, je ne dirais pas ça. L'Europe est une priorité. Aujourd'hui, chez nous, c'est à peu près la moitié de nos étudiants internationaux venant de l'Union européenne et de UK, on les compte encore. Donc, c'est une priorité parmi d'autres, mais n'oublions pas non plus en gros, le reste du monde, et notamment le hors G7+. Sur la question climat, alors ça, c'est un grand sujet, je crois, pour toutes les équipes animant l'international dans les universités. Moi, mon motto, c'est d'essayer de trouver le point optimal, mais ne pas opposer en valeur la défense de la planète et la défense de l'international. Parce qu'au fond du fond, quand on tire jusqu'au bout, la défense de l'international, c'est la défense de la paix. Ça permet aux jeunes du monde entier de se connaître. C'est parfois le dernier fil possible du dialogue qui existe entre des régions du monde ou des pays qui ne peuvent pas se parler. Donc c'est aussi important. C'est ce que je disais sur l'Afrique, hein, où on continue à être présent. Et donc c'est à nous, en charge de l'international et dans nos universités ou nos grandes écoles en charge des questions de soutenabilité et d'environnement, de trouver les points optimaux, donc adapter nos pratiques, mais absolument ne pas opposer en valeur. Il n'y a pas de conflit à opposer entre l'international et le climat. Sur la question de... vous répondez à toutes les questions, d'accord. Bon, alors je vous laisse. Allez-y. J'essaie d'aller vite, mais oui. Les régions du monde, on est bousculées. Moi, je voudrais ajouter une notion qui est que il ne faut pas oublier que l'international pour l'université ou les grandes écoles, on se fait aussi bousculer au national, à l'intérieur même de nos établissements et au national. On voit bien qu'à chaque élection présidentielle en France, quand on fait l'international dans une grande école, au quotidien, on nous demande « mais pourquoi tous ces étudiants internationaux chez vous ? Et pourquoi finalement envoyer systématiquement tous vos étudiants à l'international ? Est-ce que c'est vraiment ça la priorité de la France ?» Mais qui vous dit ça ? Tout l'écosystème français. Ah bon ? Alors, si je suis la seule à avoir entendu ça, qui n'a pas... Levez la main, celui qui n'a jamais entendu ça quand il s'occupe de l'international dans une grande école. Ah oui, enfin, il a peut-être entendu, mais bon... Donc, bon, je crois qu'on l'a quand même pas mal entendu. Donc, en fait, on se fait aussi bousculer au national parce que
Développer l'international pour une université ou une grande école, c'est aussi prendre une position qui s'inscrit dans un champ politique français donné. Et donc, il faut aussi savoir que ça n'est pas acquis, jamais, ni dans la concurrence internationale, ni le fait que ça défend des valeurs importantes en France. Merci Vanessa. Là. Je crois que même tout le monde est d'accord avec vous. Alors l'Afrique, évidemment, on en reparle aussi. Premier réservoir d'étudiants sur le plan démographique. En voit-on les signes? Est-ce que c'est une arlésienne? Je pense que la France, je le disais rapidement. Moi, j'ai quand même vu beaucoup d'établissements qui restent présents, y compris dans des pays chahutés. Vous confirmez? Un mot sur l'Afrique quand même. Ça, je crois que j'espère que je n'ai pas été mal compris. Ça reste une des grandes priorités à côté de l'Asie, de l'Europe. Sur l'Afrique, la donne, elle est à la transformation. On est sur un agenda qu'on dit transformationnel. C'est le discours du président de la République de 2017, mais qui aujourd'hui se décline de manière très concrète à travers notamment un instrument qui est un instrument que nous privilégions actuellement avec certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, demain peut-être la Tunisie ou le Cameroun, mais c'est la délocalisation d'une offre de formation française qui va être co-construite avec le partenaire africain. Donc on est complètement dans cette logique partenariale. Je m'arrête là, mais campus franco-sénégalais, c'est la philosophie. Bien sûr. Le hub franco-ivoirien, c'est la philosophie. L'Égypte, l'Université française d'Égypte. Tout à fait, très beau projet. Puis je pense que c'est Florian qui nous a envoyé sa table ronde internationale. La CGE a remis un rapport sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap au gouvernement 2021. Issu de ce rapport, un plaidoyer porté avec les associations 100% en dynamique et UniRH Transition depuis 2017. Le lancement officiel du premier réseau du référent handicap d'ambassade sera effectué, voilà, c'est pour l'agenda, le 27 mars à Mexico. Il permettra d'aider à la mobilité de ces jeunes qui sont confrontés à de multiples obstacles en raison de leur handicap. C'est important aussi. Je pense que la CGE s'est engagée il y a quelque temps de cela. Bon, on sera tous à Mexico, si j'ai compris, le 27 mars. Bon, d'accord. Je me suis fait le porte-voix. Nous avons la joie d'accueillir Thierry Coulon qui viendra faire la conclusion de notre table ronde. Merci de m'avoir invité à conclure cette table ronde. Vous me mettez dans la position d'un sage, ce qui n'est ni mérité ni confortable. Puis j'ai bien compris que c'était au bénéfice de l'âge. Mais en tout cas, je ne prendrai pas la position de donneur de leçons. En effet, on peut difficilement imaginer table ronde mieux composée, avec une variété de points de vue à peu près complète, à part peut-être le point de vue des écoles d'ingénieurs. Et les intervenants n'ont nul besoin que je résume ou que je clarifie leurs propos. Il y a deux grandes questions finalement qui ont sous-tendu cette table ronde, que je vais essayer de prolonger. Comment voit-on l'ESR français de l'international? Qu'est-ce qui compte pour être visible? Et puis comment, en conséquence, essayer d'imaginer le paysage des grandes écoles et de l'ESR français en 2050? Je vais simplement essayer de réagir ou de problématiser ces questions à partir de ma propre expérience. Pas tant celle du HCERES ou celle de conseiller du PR que, d'une part, comme expatrié dans une grande université australienne, d'autre part, comme ancien président d'un ensemble de grandes écoles réunies dans PSL. Alors ça va m'amener, à partir de ces expériences, à être parfois un petit peu anecdotique, mais après tout, vous savez que ce qui passe mal chez nous à l'international, c'est souvent notre goût des idées générales. Après tout, parlons de choses concrètes. Alors d'abord, comment est-ce qu'on voit le ESR français de l'international? Quels sont nos atouts? Vous avez tout dit, on sait ce qui compte, l'excellence du corps professoral, la puissance de la recherche et de l'innovation, l'attention portée aux étudiants et à leur environnement de travail, et puis aussi des choses qui dépendent un peu moins de nous, vous l'avez dit aussi, la géopolitique, et puis ce qui dépend pour une part de nous ou de l'État, les politiques publiques. Dans un tel paysage, les grandes écoles ont des atouts incroyables, et elles remportent des succès. Les exemples qui ont été donnés, mais on pourrait parler des écoles de commerce en général et de leur excellent impact à l'international. Les écoles de commerce de toutes les tailles, on n'a pas besoin d'être dans le top 5, on n'a pas besoin d'être à Paris pour avoir une forte empreinte
Thomas Fröhlicher nous l'a bien montré. On a le succès imminent de Sciences Po, on a des succès. Maintenant, il faudrait sans doute nuancer un petit peu le tableau. Ce qu'on voit au HCERES quand on regarde l'ensemble des institutions, c'est quand même il reste des progrès importants à faire. Quand on regarde les mobilités concrètes, leur nombre, on a un tableau contrasté. Et puis, je crois, et c'est une espèce de réponse à Eric tout à l'heure, je crois qu'il y a un secteur spécifique des écoles de commerce, à cause de leur histoire institutionnelle, à cause de leur internationalisation quasiment naturelle, et le paysage plus large est un peu différent. Alors, ce que je voudrais rappeler, parce qu'on est entre nous, c'est qu'on part de très loin. Et il faut se demander ce qu'on dit derrière notre dos. Et moi, j'ai eu la chance, en étant un peu en Australie, d'entendre ce qu'on disait derrière notre dos. Je me souviens d'un repas à la table de l'ambassadeur de France à Canberra, qui avait invité le chief scientist, donc la personne qui conseillait le Premier ministre sur la politique scientifique, qui montrait sa cravate d'Oxford, qui disait « Moi, je parle aux Britanniques, je parle aux Japonais, je parle aux Américains, je parle aux Européens », mais qui n'avait pas eu la politesse, qui ne s'était pas senti contraint de mentionner les institutions françaises. Je pense que c'est une époque révolue. Hein, ça se passe il y a bientôt une dizaine d'années. Les institutions françaises étaient encore assez peu présentes en Australie. Néanmoins, ça fait un petit peu mal. Et puis on peut se souvenir de la phrase qu'avait prononcée un VC de Cambridge, très francophile, Leszek Borysiewicz, qui avait dit en petit comité « J'ai vu les universités françaises se détruire ». On parle aussi d'une époque d'il y a quelques décennies. Mais il faut quand même avoir ce genre de choses un petit peu difficiles en tête. Une autre anecdote, c'est lorsque je dirige une school au sein de l'Australian National University, c'est l'Institut de maths. À la fin de l'année, il y a une séance de remise des prix. Et il y a une jeune fille qui cumule les prix. Elle fait des allers-retours entre la salle et l'estrade. Je vais la voir. Je comprends qu'elle est francophone. Ses parents sont là. Je discute avec les parents. J'explique, vous savez, elle est francophone. Elle a passé une année dans une grande prépa parisienne. Elle est revenue en pleurs au bout d'un an. Le système australien, avec son système, vous connaissez, Honours, c'est-à-dire au sein du cursus, vous avez les très bons étudiants, vous avez les normaliens à la maison. Et on a la souplesse qu'on connaît dans les systèmes anglo-saxons. Et nous, enfin le poste à l'époque, cher Laurent, continue à vendre les prépas comme si très naturellement et sans difficulté c'était traduisible. Ça n'était pas. Alors, avec des outils, d'abord les prépas ont bougé, d'abord des outils comme les CPES sont plus ouverts. Mais c'est mon message, prenons garde de ne pas vendre à l'étranger ce qui est si difficilement compréhensible. Puis un autre point, ce sont les institutions françaises qui venaient en Australie. Et je me souviens parce que il se trouve que je connaissais fort bien l'attaché universitaire, que les écoles centrales étaient venues, qu'elles avaient fait un exposé remarquable, qui avait été noté par sa clarté, et une fois de plus, on connaît l'ensemble des atouts des écoles d'ingénieurs à la française, et en particulier des écoles centrales. Mais une fois qu'ils étaient repartis, et là, à nouveau, j'avais eu l'occasion par un intermédiaire d'entendre ce qui avait été dit derrière leur dos, les universités de Sydney et Melbourne avaient dit, mais les écoles centrales, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire ne pas vendre un réseau comme si c'était si clair que ça, alors qu'il faut vendre une institution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'appuyer sur les réseaux. Et pour tout à l'heure, ne me faites pas dire que les prépas ne peuvent pas être utilisés et dans une certaine mesure internationalisés. Ce qui frappe quand on est à l'étranger, c'est qu'il a quand même fallu beaucoup d'efforts pour être incompréhensible. C'est-à-dire qu'on a déployé beaucoup d'énergie pour se tourner à l'étranger de la manière qui n'allait pas. Vous avez montré, par vos expériences, qu'on sait aussi faire le contraire. Mais il faut essayer de discerner le point de bascule. Deux anecdotes de plus. Comme président de PSL, je suis à Columbia. On est reçu par la Dean of Humanities,
et il y a aussi le Dean of Graduate Studies. Le type roupille dans la réunion, comme ça arrive souvent. Pas très intéressé, ce type, ce franchouillard qui vient avec son truc à peu près incompréhensible, PSL, qu'est-ce que c'est? Et puis il retourne ma carte de visite. Et son œil s'allume. Vous êtes en train de me dire que ces institutions que je connais toutes, qui sont toutes excellentes, l'École normale supérieure, Paris-Dauphine, les mines, etc., etc., sont dans un même espace de collaboration sérieux? Bon. Voilà. Que présentons-nous? Quelle image présentons-nous? Faisons-nous l'effort de nous présenter de la meilleure manière. Et puis, une dernière anecdote, et j'essaierai de prendre un peu de hauteur ensuite. Je me souviens tellement d'un des premiers coups de fil que je reçois quand je suis président de PSL, c'est Romain Soubéran, je ne sais pas s'il est là, il préside les mines à l'époque. Il me dit, tu viens tout de suite parce que j'ai des Chinois, ça devait être Fudan ou je ne sais plus où, Jiaotong, et ils me disent, où sont les autres? Les mines, c'est magnifique, c'est une des plus belles institutions. Mais où sont les autres, disciplinairement? C'est qui vos amis, dans le spectre disciplinaire? Alors, une fois de plus, je ne pense pas qu'il y ait une recette unique. Je ne suis pas en train de vous vendre nécessairement l'université compréhensive. On a vu avec Sciences Po, on a vu avec des écoles de commerce, qu'il y a des moyens d'avoir de grands succès tout en restant sur ce registre-là. Alors si on essaie de tirer des leçons, d'une part, on le sait tous, la pression de l'international ne va pas cesser, elle ne va faire que s'accroître, et donc, première leçon, y penser sans cesse. Et ensuite, peut-être, deux voies de progression, mais à distinguer. Vous comprenez bien mon discours. Il y a une communauté des grandes écoles. Il ne faut sans doute pas oublier de considérer les différences et les spécificités. Première voie de progression, le spécifique. Et sans doute pas, c'est ça mon message, sans doute pas le spécifique du modèle. On a notre modèle des grandes écoles, etc. Perdons pas de temps à expliquer l'histoire, parce que c'est très intéressant, mais pragmatiquement, ça passera pas. En revanche, le spécifique disciplinaire, ce qu'on a apporté et que personne d'autre ou que peu de gens peuvent apporter. L'exemple des écoles de commerce ou l'exemple d'une grande université de sciences sociales, et je pense que Sciences Po ne perd pas trop de temps à dire autre chose que ce qu'elle est du point de vue du contenu. Et les traductions institutionnelles viennent d'elles-mêmes. Et puis une deuxième voie, et rien n'interdit de jouer sur les deux tableaux, c'est celle du collectif. L'Institut Polytechnique de Paris, l'Université Paris-Saclay, PSL, 2 exemples sur 3 qui ne comportent que des grandes écoles, un exemple qui comporte des grandes écoles et des universités, foin de ces distinctions qui sont en train de disparaître, même s'il faut être, une fois de plus, fier de ces spécificités, mais être capable de les articuler. Ne nous appuyons pas sur des clivages qui sont sans doute très largement intraduisibles, mais faisons état de nos forces, sachant qu'une grande université à l'international, c'est quelque chose comme une grande école par certains aspects, ou comme une université à la française par d'autres. Et puis, je voudrais terminer en citant quelques outils. Parmi mes grands souvenirs à l'Élysée, il y avait quelque chose qu'on avait réussi à faire, grâce à Sciences Po, grâce à d'autres grandes écoles et grâce aux grandes universités du 10, c'était le fameux U7. Au moment du G7 de Biarritz, il n'y avait pas de ministériel recherche ni enseignement supérieur. Et donc, l'idée avait été poussée par Sciences Po et j'avais été ravi de la soutenir et de l'aider, d'inviter les grandes universités du monde. Et qui l'avait fait? Eh bien, il y avait Sciences Po, HEC, l'IX, 3 écoles qui ont une petite empreinte internationale. Il y avait U10, et le jeu du conseiller à l'Élysée, ça avait été que les égos se supportent. Et de comprendre qu'il y avait un jeu collectif à avoir, et ce jeu collectif a été mené magnifiquement par des séminaires à l'époque en visio, et puis un dîner autour du président de la République avec les Français et toutes les grandes universités du monde. Je ne suis pas certain que tous les présidents des grandes universités du monde avaient envie d'échanger autant et zéro leurs universités pour les nôtres.
J'ai eu l'impression dans leur regard qu'ils auraient volontiers, certains d'entre eux auraient volontiers, comme le disait Vanessa, échangé leur chef d'État pour le nôtre. Mais ça, je suis désolé de manifester un biais. Deuxième grand outil qui ne voit pas si c'est grandes universités comme ci ou grandes écoles comme ça, les universités européennes, vous en êtes emparés. C'est un outil qui marche mieux que prévu. Et Dieu sait que j'avais vu ses débuts et que c'est allé beaucoup plus loin. Il faut certainement s'en servir. Troisième, ça n'est pas un outil, mais c'est un fait. Alfred nous explique que non, ils sont là, ils ne sont pas en compétition, etc. etc. Columbia, Harry Hall, NYU, dans un des plus beaux immeubles, des immeubles les mieux situés de Paris, et Chicago, qui construit près du HCERES, je les vois tous les jours. Vous imaginez qu'ils sont là pour rigoler ? Qu'ils investissent comme ça? Alors, effectivement, ça a été des plateformes de tourisme intellectuel pour les étudiants, sans doute. Ça a été aussi des lieux intellectuels de vie et d'activité très réels. Moi, je pense que ça va être des compétiteurs, et des compétiteurs pour le meilleur. Parce que si on manque parfois un petit peu d'une chose, c'est d'une compétition saine. Alors, le paysage va évoluer. Comment va-t-il se stabiliser? Quelle stratification? Quelle part de diversité? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a place pour plus d'efficacité, plus d'intensité en matière internationale, et qu'au passage, il faut conserver la diversité en se gardant des querelles de chapelle. Et un dernier mot pour dire qu'au HCERES, on est dans, non pas dans la même galère que vous, mais dans le même bateau, puisqu'on a une politique internationale, qu'on est dans un univers compétitif. Cette politique, elle se développe évidemment classiquement en Afrique, au Moyen-Orient pour des raisons historiques, parce que le Code Napoléon a une certaine influence, et donc un master de droit a envie de se faire évaluer par le HCERES, mais aussi en Amérique latine, mais aussi en Indo-Pacifique. On est aussi dans un univers très compétitif. Je signale au passage que dans l'univers européen, en particulier, nous, HCERES, avons une spécificité, et il faut en être fier, c'est qu'on regarde les institutions, les formations et la recherche, là où beaucoup d'agences ne font que de la formation, et encore, au sein de la formation, elles font de l'assurance qualité, ce qui est très bien, mais qui n'est qu'une partie du tout. Et donc, nous essayons de nous rapprocher d'agences qui nous ressemblent, comme l'agence italienne Landvour et quelques autres. Et donc, je voulais vous envoyer ce message selon lequel on a un petit peu, au niveau européen, de travail à faire. Et au niveau international, évidemment encore plus, parce qu'être efficace dans ces zones va être très difficile. De ce point de vue-là, nos intérêts convergent. Parlons-nous, en tout cas, au HCERES, notre porte est ouverte à vos initiatives. Merci beaucoup.